Je m'appelle Roland Livet, donc je milite au mouvement de la paix depuis de nombreuses années et je suis domicilié à Rennes, donc j'anime le comité de Rennes et je suis porte-parole de ce mouvement. Voilà pour le moment. Bon, je commencerai par un des mots qui a été donné dans la thématique, c'est l'incertitude. Quand on parle dans la situation actuelle de l'incertitude, bien sûr, on a en tête la crise coréenne, le Moyen-Orient à feu et à sang, le terrorisme qui se propage sur toute l'Afrique, la guerre en Ukraine, mais aussi, bien sûr, la crise économique, l'urgence climatique. Et quand je parle de crise économique, la stabilité incertaine au plan économique, quand nous ne sommes pas à l'abri d'une crise économique majeure d'un moment à l'autre. Quand on parle d'incertitude, on pense à Trump au pouvoir et ses déclarations irresponsables, mais aussi la montée des extrêmes droites, des nationalismes. Tout ça crée un climat de peur propice à l'augmentation des budgets d'armement, à la militarisation des relations internationales, mais aussi à la policiarisation de la vie interne des sociétés, comme on le constate aujourd'hui avec la permanence et la prolongation de l'état d'urgence renouvelé en permanence. Avant de commencer mon intervention propre, je voulais donner quelques éclairages de lecture qui m'ont intéressé, et je n'aurai pas le temps de faire un léger de la situation. Quelques éléments qui soumettent à la réflexion, qui sont difficiles pour commencer une réflexion, de la prolonger. Et je commencerai par Dominique de Villepin. Je n'ai jamais voté pour son courant de pensée, mais je trouve que la réflexion qu'il apporte aujourd'hui est vraiment pertinente. Qui dit, dans son dernier bouquin, Mémoire de paix pour temps de guerre, au sein de la nouvelle mondialisation, plusieurs facteurs se conjuguent pour aggraver la situation. Le regain des identités, la révolution technologique et le retour des passions politiques, colères et peurs se métamorphosent en violence et nourrissent le terrorisme. Les identités blessées deviennent d'autant plus mortelles ou meurtrières que la mondialisation exacerbe les tensions et les divisions, crée des vulnérabilités qui peuvent enflammer par contamination des régions entières du globe. Dans un monde cassé, l'usage sans précaution de la force par les Occidentaux se retourne contre eux, toujours suspect d'une volonté d'ingérence, de domination, d'humiliation. Face au terrorisme, l'emploi d'une force aveugle et désordonnée produit l'effet inverse de ce qui est recherché. Et puisqu'on parle aussi d'agir et de modifier, et de lire le dernier bouquin d'Hébert Morin, le temps est venu de changer de civilisation, et celui qui l'interroge lui dit finalement l'enjeu de la planète et la nécessité de bouleverser nos raisonnements peuvent nous exhorter à réconcilier deux formes de progrès aujourd'hui trop souvent antithétiques, le progrès technologique et le progrès humain. Et Hébert Morin répond, le préambule à cette réconciliation, c'est la régulation du progrès scientifique et technologique. Du nucléaire aux manipulations génétiques, l'absence de régulation ouvre la porte aux plus grands périls, y compris sociaux et humains. Comment faire œuvrer de concert progrès technologique et progrès humain, tant que les dynamiques de l'un et de l'autre seront à ce point dissociées. En effet, la science, la technique, l'économie sont dotées par une croissance aussi impressionnante qu'incontrôlée, alors que l'éthique, la morale, l'humanité sont dans un état de barbarie lui-même croissant. Et le pire désastre est à venir, les prodigieuses capacités de la science annoncent, etc. Donc c'est une vision. Pour les intervenants, il y a des traducteurs. Donc, laissez le temps aux traducteurs de traduire. Excusez-moi les traducteurs. Et donc, je vous recommande aussi Claude Serfati, Le militaire, une histoire française, qui donne une image assez intéressante comment la militarisation des relations internationales, je dirais, gangrène notre société, a commencé par des lieux de savoir comme l'école, mais aussi de recherche comme les universités. Et j'emprunterai une citation. Il parle de la France et de l'Europe, et il dit « La trajectoire du capitalisme contemporain s'oppose à la préservation des droits sociaux et des libertés démocratiques. Et les programmes militaro-sécuritaires ciblent les nouvelles classes laborieuses et dangereuses. 3 décennies de politique d'austérité et le renforcement général, quoique différencié des tendances autoritaires, ont sérieusement entamé, mais non détruit, le socle de droits sociaux et de libertés démocratiques. Celui-ci demeure néanmoins un point d'appui pour les mobilisations des salariés, des jeunes, des sans-papiers. L'histoire n'est pas un fardeau pour les peuples,
mais un livre où l'avenir est écrit par ceux qui tiennent la plume. Et je terminerai par Paul Bocara, économiste, et simplement, pour pas donner, cette crise nous passe devant une échéance inéluctable, peut pousser tous les mouvements sociaux à se rassembler. Il pose la question du rassemblement. Pour ma part, je pourrais sans doute conclure que la question décisive, c'est dans quelle civilisation voulons-nous vivre? Je donne ces indications parce que c'est un peu le corpus du mouvement de la paix, de notre réflexion un peu multithématique avant d'aborder les questions plus spécifiques de la paix et du désarmement. Et après cela, je voulais revenir un peu sur des terrains plus pratiques et sur la vie d'un militant du mouvement de la paix aujourd'hui dans une ville de province dans ces 2 derniers jours pour aussi arriver dans des choses très concrètes. Et j'ai pris mon exemple avec mes camarades de Rennes, c'est-à-dire que hier ou avant-hier, on arrive à notre local qu'on appelle pompeusement la Maison de la Paix à 9h du matin et on fait quoi? Et on fait un cours de français langue étrangère pour une vingtaine de femmes migrantes qui viennent de Syrie, de Libye, de Soudan, d'Érythrée, mais aussi de Roumanie, de Géorgie. Le mercredi matin, on a dû attendre un peu, car la Maison de la Paix est pleine de matelas, parce que cette nuit-là, on a hébergé 15 sans-papiers qui, parmi les 150 qui traînent dans les rues de la ville, le 115, ce jour-là, n'a pas réussi à les héberger, et la Maison de la Paix est un lieu d'accueil pour eux. Tout cela viennent de pays en guerre, mais aussi de pays où il n'y a plus d'horizon politique positive pour cause de misère ou de violence exacerbée. L'après-midi, on revient au local pour un cours d'éducation à la paix et à la culture de la paix avec les jeunes du quartier. Non pas ceux qui vont au conservatoire, qui ont des activités bien structurées en termes sportifs ou de ce, non. La quarantaine d'enfants qui sont en bas de 40 tours et qui, à la longueur de journée, sont là sans trop savoir ce qu'on va faire. Les activités d'éducation, et à travers ces activités, avec les nouveaux moyens de communication, je parle de Skype, etc., eh bien, on a des partenariats avec des jeunes qui apprennent le français à Gaza et des jeunes de 7 à 15 ans. On a des relations avec la Casamance, avec le Sénégal, on a des relations avec des jeunes de RDC, donc de Goma et de Bukavu, avec l'Algérie, avec le Maroc. Donc le lendemain, on va aux manifestations contre la loi travail, parce que pour inviter les travailleurs à venir le 23, mais aussi pour cibler que les mêmes phénomènes sont en jeu au niveau national et international. Déréglementation des règles du travail au profit des plus puissants au niveau national et déréglementation des règles internationales au niveau des plus puissants de ce monde, au niveau international, comme le montre par exemple l'attitude de la France et des États-Unis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'absence de discussion, même de ne pas vouloir discuter avec les autres États du monde sur la question pertinente du désarmement nucléaire. Et donc, voilà, dans cette activité locale, eh bien, il se trouve que Arte s'est intéressé à nous pour savoir qu'est-ce qu'on pensait de cette nouvelle avancée, soi-disant, par le gouvernement pour assurer notre sécurité, qui fait appel aujourd'hui à des volontaires dans nos communes, à résidents Rennes, et des gens qui, pour 2 jours, se portent volontaires pour devenir gendarmes pour un week-end. Ils vont à Crozon, dans le Finistère, subir une formation, et après 3 mois peut-être de formation, ils viennent peut-être 2 jours, et ils ont le droit de porter des armes, etc., dans le cadre de l'état d'urgence et de tout ce qui se passe. Donc, je voulais montrer que c'est à travers ces exemples que le monde, il est au cœur de nos quartiers, de nos villes, parce que ce sont dans nos quartiers aussi que s'expriment à la fois des rapports sociaux marqués par les injustices, les conséquences au quotidien, des logiques de domination de puissance qui ont cours au niveau mondial et qui créent des murs entre les individus, aussi invisibles que solides si nous ne luttons pas farouchement pour créer des ponts. Mais c'est aussi dans ces quartiers que se créent des solidarités nouvelles, l'envie de lutter au plan local, en relation avec d'autres pays, avec d'autres personnes au plan international. De nouvelles solidarités se tissent, comme en témoigne aujourd'hui la présence de toutes les personnes qui viennent de l'étranger. Face à cette nouvelle solidarité, face à la mondialisation néolibérale qui broie les individus et génère pour le plus grand profit pour le lobby militaro-industriel, ces solidarités sont essentielles pour construire un monde de paix. Donc, voilà, c'est quelques éléments concrets qui montrent ce que c'est que pour moi d'être pacifiste aujourd'hui. Et donc, bien sûr, ce colloque a lieu dans le cadre de la Journée internationale de la paix, marquée par les initiatives du XXe
septembre, le 22 septembre ce séminaire et le 23 septembre les marches pour la paix. Je voulais insister sur quelques éléments qui ressortent déjà de cette journée internationale de la paix pour ce qui concerne la France. Le nombre de participants. L'an dernier, nous avions envisagé ces marches pour qu'il y ait une réplique que dire aux Français, il faut marcher dans la rue, il n'y a pas que la politique de militarisation, d'augmentation des dépenses d'armement, la peur qui doit nous guider. Il y a un courant pour la paix en France et on a lancé cet appel au mois de juin. Pendant les vacances, on a été fort surpris au mois d'août d'avoir 100 organisations qui ont signé. Aujourd'hui, on est à 130 organisations. Le nombre de participants à la marche de demain a considérablement augmenté. Dans plus de 45 villes, des marches seront organisées, sans compter les nombreuses initiatives de la Journée internationale de la paix. Des convergences fortes se construisent partout au cours de je pense, 5 axes. La construction de la paix à partir du développement d'une culture de nos paix, c'est notre métier à aller au mouvement qui se réclame du pacifisme, quel qu'il soit. La réalisation des objectifs durables, du développement durable, qui rassemble les organisations qui travaillent sur la coopération internationale, le développement. La lutte pour la réalisation concrète de tous les droits humains auxquels participent Amnesty, la Ligue des droits de l'homme et d'autres, y compris les organisations syndicales, et pour le droit des peuples à décider de leur avenir, et je pense aux Palestiniens. La question de l'environnement et de l'urgence climatique, mais aussi l'émergence d'un fort courant d'éducation à la culture de la paix dans les lycées et collèges, une volonté d'aller vers ça. Bien sûr, ce qui marque aussi, bien sûr, cette journée internationale de la paix, c'est que partout sera posée avec force l'exigence que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires adopté à l'ONU le 7 juillet. Et ces marches se situeront aussi dans le cadre de la vague mondiale pour la paix, dont le déclenchement a été donné hier à Hiroshima par nos amis japonais. Voilà, donc le moment que nous vivons, je pense, nous pensons, le mouvement de la paix est historique, parce que nous avons un rôle, on parle de l'action, essentielle à jouer. Le fait moteur majeur de cette situation actuelle, c'est l'obtention du traité d'interdiction des armes nucléaires, qui constitue une victoire indéniable, un pas en avant dans le processus d'élimination des armes nucléaires. Il ne faut pas sous-estimer cette victoire. Il ne faut pas non plus sous-estimer les capacités de résistance des États dotés de l'arme nucléaire et du lobby militaro-industriel qui reçoit une part importante de ces profits de cette activité. Les partisans que nous sommes, les partisans de la paix que nous sommes la majorité, il faut en être conscient. Mais l'enjeu, c'est de faire que cette majorité d'opinion devienne une majorité d'acteurs, une majorité de constructeurs pour la paix. Effectivement, la majorité des opinions publiques, mais aussi la majorité des États, les 2/3 des États à l'Assemblée générale des Nations Unies sont avec nous, avec beaucoup d'institutions internationales, des réseaux de citoyens et d'organisations au plan international, comme ICANN, etc. À Hiroshima aussi, on a entendu le 6 août un discours remarquable de la secrétaire responsable du désarmement qui a joué un rôle essentiel pour le traité. Donc voilà. Et donc par rapport à cette situation où la majorité du monde, où c'est ce traité qui intervient, la France et le gouvernement français confirment la dissuasion. Mais aussi les objectifs de la loi de programmation avec un processus d'augmentation des dépenses consacrées aux armes nucléaires en vue de leur modernisation. L'enjeu, c'est le changement une nouvelle fois de toute la flotte de sous-marins nucléaires de la force océanique stratégique qui doit nous amener à une augmentation de l'ordre de 3 milliards par an à l'horizon 2020. Il faut changer tous les missiles qui sont sur ces sous-marins. Un missile, je donne sûr, ça coûte 150 millions. Un scanner corps entier acheté chez Siemens, d'après les chiffres de l'usine nouvelle, c'est 1 million. Avec un seul missile sur les 60 missiles qu'il y a sur les sous-marins de la Fosse, on peut équiper 150 hôpitaux avec un scanner corps entier. Et non seulement la France veut augmenter, mais doubler donc, les dépenses consacrées aux armes atomiques, et ceci se situe aussi dans une augmentation prévue pour atteindre les objectifs fixés par l'OTAN de 2% du PIB, qui devrait nous conduire à l'horizon 2020-2022 à une augmentation annuelle de 10 milliards d'euros par an. Donc, il faut qu'on empêche ça. Il est urgent d'agir, bien sûr, pour la ratification du traité, mais il faut essayer de stopper, de geler les programmes de modernisation dès maintenant. L'autre enjeu, c'est la question de la sécurité européenne. Il est logique que les Français et les Européens veulent vivre en sécurité et qu'ils aient quelques inquiétudes dans la situation actuelle n'est pas surprenant.
Mais la réponse que veut donner le gouvernement français en liaison avec l'Union européenne, c'est la militarisation, une nouvelle étape de la militarisation de l'Europe, avec ce chiffre récent de 500 millions d'euros qui sont accordés au programme de recherche, du programme commun de recherche de l'Europe, pour augmenter les recherches sur la mise au point de nouvelles armes et harmoniser. Dans le même temps, je disais, l'hôpital, la population souffre de la destruction d'emplois et des services publics. Donc, l'important aujourd'hui, c'est de faire face. Et nous avons dans cette période un rôle extrêmement important à jouer pour dégager des alternatives. Nous avons des atouts considérables. En tant que peuple, nous avons une expérience et un savoir-faire collectif très important au niveau de la construction des rassemblements dont tu parlais tout à l'heure. Des objectifs à atteindre immédiats qui sont clairs pour la ratification du traité d'interdiction, pour l'arrêt des programmes de modernisation, pour une politique de sécurité construite sur le respect de la Charte des Nations Unies et des principes portés par la culture de la paix. Nous avons maintenant un réseau En Marche pour la paix qui est composé de 130 organisations qui font conforter pour mieux travailler ensemble, mais qui peut s'étendre encore de jour en jour. Toutes les actions que nous entreprenons dans nos comités montrent que nous sommes en résonance avec les questionnements de l'opinion publique. Mais il y a débat sur les solutions, il ne faut pas s'en cacher. Le lobby militaro-industriel, il a des ressources. Il travaille l'opinion publique au corps à corps, en particulier grâce à son pouvoir médiatique à travers lequel il contrôle quasiment 90% des médias. Le lobby travaille essentiellement pour convaincre sur la base d'un entretien et du développement du sentiment de peur. À travers la peur, il essaie de montrer que la seule manière d'assurer la sécurité, c'est d'augmenter les dépenses d'armement à travers, je l'ai dit tout à l'heure, une militarisation des relations internationales, mais également une militarisation en France de la société avec la poursuite de l'état d'urgence. Nous avons d'autres outils comme la sortie du film La bombe et nous, qui est un outil considérable pour entrer en dialogue au plus profond de la société française. Il faut cependant être conscient de nos fragilités, de nos difficultés. Le lobby militaro-industriel marque parfois des points. Il arrive à convaincre certains de nos citoyens de l'utilité d'augmenter les dépenses militaires plutôt que de s'attaquer réellement aux causes des guerres. Cela ne doit pas nous décourager, ni nous empêcher d'avoir des ambitions, car comme je l'ai dit plus tôt, il faut que nous soyons conscients que nous sommes la majorité. La plus grande des fragilités que nous avons, je pense, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux aujourd'hui, même si on doit se réjouir de l'éventail de rassemblements opérés avec ce séminaire. Les actions doivent être beaucoup plus permanentes pour la paix, beaucoup plus massives, doivent couvrir tout le territoire français si on veut compter pour modifier un tant soit peu la politique française. Nous ne sommes pas au niveau de mobilisation nécessaire, mais le discours d'Alain tout à l'heure nous montre qu'on est sur la voie du rassemblement. C'est au cœur de l'opinion publique qu'il faut mener la bataille idéologique, et pour cela, il faut une activité de masse permanente de la société française. Notre rôle dans la situation intellectuelle... Oui, d'accord. Je termine donc sur quelques objectifs prioritaires qui nous semblent importants au mouvement de la paix et qui peuvent rassembler les gens. Un, la priorité, c'est d'agir contre et sur le pouvoir pour une autre politique de la France. Deux, c'est la ratification du traité d'interdiction nucléaire, des armes nucléaires. Trois, la diminution des dépenses d'armement, la limitation et l'interdiction du commerce des armes, la reconversion de l'industrie militaire française vers une économie de paix. Ce que l'on appelle œuvrer pour la transition pacifiste, c'est-à-dire travailler sur les alternatives. Ensuite, la question de l'Europe, pour une Europe de paix et de coopération. Agir pour un système de sécurité mutuelle européen ouvert sur des partenariats avec la Méditerranée, pour une paix juste et durable au Proche et Moyen-Orient, pour développer les convergences entre les acteurs au plan national et international et multiplier les partenariats, et tout ça sur l'application de la Charte des Nations Unies et des textes des Nations Unies qui vont dans le sens de la paix. Je terminerai par 2 ou 3 bonnes nouvelles qu'il faut souligner toujours. C'est la Colombie, c'est la résolution du problème iranien, qui montre que par la politique, on peut arriver à des solutions, alors que la guerre est toujours un échec. Elle génère le chaos, elle n'est jamais la solution. La paix est le seul chemin pour l'humanité.